Mes chers amis, je fais cette vidéo pour vous démontrer la censure dont je suis victime. Je ne suis plus à une censure près. Donc je vous explique rapidement, j'avais fait une vidéo à la veille du premier tour de la présidentielle 2017 parce que j'ai été censuré par Facebook et du coup je suis passé sur YouTube. Cette vidéo, elle contient ma consigne de vote ainsi que des informations diverses et entre autres sur Mélenchon. J'avais appelé à voter FN dès le premier tour et j'avais donné toute une explication sur mon choix et ma stratégie. Cette vidéo a fait à peu près 900 vues et elle a été censurée depuis. L'excuse c'était que les hashtags ne correspondaient pas avec la vidéo et on avait une fois pour corriger. J'ai enlevé tous les hashtags, ça n'a pas suffi. Donc je vais vous montrer voilà ce que ça fait d'être censuré sur Facebook. Je vais aller sur mon YouTube. Alors, voilà, maintenant c'est par ici. Avant c'était de l'autre côté. Donc, mes vidéos. Et voilà la vidéo en question. De tous ces contes de fées, particulièrement depuis 2 ans. Lorsque, à ma séparation, je me suis retrouvé contraint de quitter mon domicile. On va couper le son. Voilà. Donc vous voyez, elle a été ajoutée le 22 avril 2017. Ça leur a pas convenu. Mes hashtags. Juger Hollande, etc. Féminazisme. Ils l'ont censuré. Donc, voilà, elle avait fait 891 vues. Elle est forcée en statut privé. Je ne peux pas la sortir du statut privé. Par exemple, là, tout ce que je peux faire, c'est modifier la vidéo. Ça m'amène sur cet écran. Et ici, je ne peux pas sortir du statut privé. Voilà. Ils ont décidé de figer la vidéo comme ça. Je l'avais mise en ligne le 22 avril, 23h21. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer tout de suite derrière. N'hésitez pas à la télécharger et à la diffuser vous aussi si vous avez envie. À bientôt. Chers amis, je m'appelle Mehdi Mnawar. Je fais cette vidéo dans la précipitation aujourd'hui, samedi 22 avril 2017, avec les moyens du bord. J'enregistre ma voix avec ce smartphone. J'utilise ma télé pour faire un peu le décor. Et vous allez comprendre pourquoi. Cela fait donc plusieurs années que vous voyez mes publications sur les réseaux sociaux sans voir mon visage. Aujourd'hui, à la veille donc du premier tour de la présidentielle 2017 française, je suis obligé de faire cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, un peu plus sereinement et avec un matériel professionnel un peu plus adapté. Je fais aujourd'hui cette vidéo dans la précipitation pour la simple raison que mon Facebook a été désactivé depuis une semaine. Ceci m'empêche naturellement de communiquer avec mon réseau et de rappeler une dernière fois ma consigne de vote, que je répète et explique depuis des mois. Et oui, réveillez-vous de vos doux rêves. Ce pays n'est certainement pas le pays des droits de l'homme. Hein, je n'ai cessé de l'écrire. C'est la première fois que vous voyez le dire en face caméra, mais je n'ai cessé de l'écrire.
Ce n'est pas le pays de la liberté, encore moins celui de la justice. Je suis moi-même sorti de mon cocon, de tous ces contes de fées, particulièrement depuis 2 ans, lorsque, à ma séparation, je me suis retrouvé contraint de quitter mon domicile, que j'ai pourtant obtenu avec mon travail. On m'a laissé 3 mois pour le laisser, mon domicile, pour le quitter, le lycée, au profit de mon ex-femme. Et depuis bientôt 2 ans, je suis coincé jusqu'à aujourd'hui sous un régime d'un simple droit de visite sur mes enfants de 5 ans et de 3 ans, un garçon et une fille, uniquement un dimanche tous les 15 jours de 10h à 18h30, mais vraiment uniquement. C'est à moi d'aller les chercher, de les amener chez moi. Ils ont leur chambre, tous leurs jouets ici. Ils ont des jouets de Noël 2015 qu'ils n'ont toujours pas eu le temps d'ouvrir. Imaginez, il y a 25 km entre ici et mon ancien domicile. Il y a déjà les trajets que je fais tout seul. Les enfants perdent du temps à l'aller et au retour. Et à la fin, il faut les arracher, parce que 18h30 les dimanches, les retours de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les arracher à leur jeu, à leur chambre, à leurs jouets, à leur père, pour les ramener chez leur mère, qui ne manque pas d'aller porter systématiquement plainte et main courante dès qu'il y a le moindre retard. Donc je dis bien uniquement, nous n'avons pas ni la moitié des vacances, ni rien de plus, depuis bientôt 2 ans. Je n'ai jamais fait 1 minute de garde à vue dans ma vie. La justice n'a jamais entendu parler de moi. Et j'étais jusqu'à peu un fonctionnaire d'État. Bon, je ne vais pas m'attarder sur mon cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. J'ai donc découvert, à travers cette malheureuse expérience, l'envers du décor. J'ai enquêté, j'ai pris le temps, et j'ai vu la réalité cachée par les médias que moi j'appelle communément, je ne suis pas le seul, j'appelle communément merdia. Et donc j'ai découvert plus généralement la réalité cachée par ces merdias, la comédie ambiante dans laquelle on nous fait grandir et vivre en permanence. Ça commence dès la maternelle. Le bourrage de crâne se poursuit tout au long de notre vie dans l'éducation nationale, que j'appelle aussi l'aliénation nationale, qui n'est plus là pour transmettre le savoir, mais uniquement pour soumettre le peuple. Ainsi, à longueur de journée, nous sommes entourés de soi-disant experts qui se succèdent pour nous désinformer sur la réalité du terrorisme, des soi-disant associations antiracistes qui permettent au contraire au racisme d'exister, en endormant le peuple et en empêchant de réelles actions fortes et honnêtes de se mettre en place. Elles servent de fusible en fait. C'est comme la gauche, ça sert uniquement de fusible. Et donc, plus particulièrement, j'ai découvert cette incroyable secte qui est devenue la religion d'État français, et je pèse bien mes mots, et qui s'appelle féminisme. Oui, comment en est-on arrivé à accepter la promotion d'un seul sexe aujourd'hui, tout en ridiculisant en permanence l'autre sexe, le masculin bien entendu? C'est un travail hargneux et acharné médiatique, merdiatique, faisant un mélange intentionnel et confusionnel entre virilité, machisme, délinquance, viol, agression, etc. De tout ce qu'il y a de plus pervers, de diabolique. Sachez que tout ce qu'on vous a appris est absolument faux, absolument. Les chiffres du viol sont totalement faux. Regardez les articles qu'il y a sur Internet, que les articles de presse
260 viols par jour, bien sûr. Un viol toutes les 6 minutes, des fois, qu'on entend, mais bien sûr. En réalité, il y a 1067 condamnations de viol par an. Ça fluctue, mais ça reste autour de 1000. Sur les 1067 condamnations pour viol, de violeurs, chaque année, juste pour information, il y a eu 6 femmes violeuses et à peu près 365 hommes de moins de 15 ans dans les violeurs. Bon, passons les détails. On va prendre le chiffre dans sa globalité. 1067 condamnations pour viol. Vous la divisez mathématiquement et bêtement et simplement par 365 jours, vous obtenez à la fin moins de 3 viols. Moins de 3 viols par jour. Moins de 3 viols par jour et on nous annonce 260 viols par jour. Vous voyez l'écart? C'est surréaliste. Il n'y a pas d'explication. Comme toutes les statistiques, il n'y a aucune preuve, aucune méthodologie, rien, que du vent. On utilise des chiffres, on les balance, on les crache pour arriver à manipuler, à faire peur. Aujourd'hui, une petite fille en France qui verrait un tel acharnement, mais elle n'oserait plus sortir dans la rue. Et oui, c'est le but, c'est de vous faire vivre dans la peur. Le but, c'est ça, la peur de tout. La peur des hommes, la peur du terrorisme, la peur de l'islam, la peur de tout. La peur de gens comme moi qui vont vous parler sur Internet, qu'on appelle complotistes, qu'on appelle par tous les adjectifs les plus réducteurs possibles. Le but, c'est ça. Donc, concernant les chiffres du viol, la seule explication serait que on incorpore dedans toutes les femmes qui ont été violées qui n'ont pas osé porter plainte. Donc, vous voyez bien l'écart. On a à peu près 250 femmes par jour qui sont violées et qui ne portent pas plainte. Comment le sait-on? Ne vaut-il pas mieux se baser sur les condamnations parce que ça s'est produit après enquête, après des fois des aveux, après condamnation, après jugement, après vérification? Ne serait-il pas plus juste d'utiliser ces chiffres-là plutôt que des extrapolations d'astrologie? Je vous laisse juge. Ensuite, l'autre propagande fausse, qui est totalement fausse, c'est la différence de progression de carrière en entreprise qui est, d'après eux, c'est Goebbels, c'est Goebbels de la propagande qui nous tiennent là depuis plusieurs années. Elles seraient uniquement, donc ces différences de carrière et de salaire, uniquement défavorables aux femmes. C'est totalement faux. À l'argument habituel avec lequel on nous culpabilise de semaine en semaine, pour un poste égal, un métier égal, une tâche égale, une femme, à la fin du mois, reçoit moins sur sa fiche de paye que son collègue homme. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on nous répète ça, mais il faut nous dire quelles sont ces entreprises. Quelles sont ces entreprises? Montrez-nous les preuves. Quelles sont ces entreprises? Quand les banques boycottent, pour moi, c'est inacceptable que ça existe une telle chose. On est capable de boycotter des entreprises qui ne respectent pas beaucoup de normes, qui utilisent dans d'autres pays le travail des enfants, ou qui ne respectent pas des normes d'éthique ou de climatologique. Et là, sur ce point-là, on ne cite jamais aucune entreprise. Bon, si vous arrêtez 2 minutes, vous demandez si c'est dans l'éducation nationale, sachant que bon, elle est totalement féminine, hein, c'est bien le problème de l'éducation nationale, c'est qu'on a chassé l'autre éducateur, le masculin. Non, on vous dit non. Non, c'est public. Le public n'est pas concerné, parce que c'est l'État, et l'État ne peut pas jouer à ce jeu-là. Bon, très bien. Bon, ben, on élimine toute la fraction publique,
il nous reste le privé. Le privé, les entreprises françaises, il n'y en a pas tant que ça, si on élimine tout ce qui est artisanat. Si on élimine les boulangeries, les salons de coiffure, on élimine l'artisanat, il ne nous reste pas beaucoup d'entreprises. On les connaît, des grandes entreprises. C'est des banques, c'est des raffineurs, c'est des éditeurs de logiciels. Comment s'appellent-elles ces entreprises? Comment s'appellent-elles? C'est des entreprises étrangères qui sont sur le sol français, qui ne respectent pas le droit français? C'est des constructeurs étrangers, japonais? Qui sont ces entreprises? C'est des aciéries? Donnez-nous des réponses. Nous voulons les boycotter, ces entreprises, qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Nous voulons les boycotter. Alors, maintenant pour simplifier, si nous imaginons, nous en avons largement les preuves, nous en avons largement les preuves aujourd'hui. Les patrons, le privé en général, les patrons du privé en général sont présentés comme assoiffés de profit, prêts à tuer femmes, hommes et enfants, mettre des familles à la rue pour gagner 1 euro supplémentaire. Nous le voyons tous les jours, que ce soit vrai, presque vrai ou pas totalement vrai. C'est une réalité qui est admise par à peu près tout le monde. Ce capitalisme est devenu fou et absolument personne ne le conteste. Alors, partant de ce principe-là, si jamais c'était vrai, que les femmes font les mêmes tâches, les mêmes postes que les hommes, fournissent le même résultat à la fin, pour moins cher, pour un salaire inférieur, mais alors la conséquence serait immédiate. Les patrons se mettraient uniquement à embaucher des femmes. Vous verrez plus d'hommes embauchés dans aucune entreprise privée dans ce pays. Enfin, c'est logique. C'est logique. Bref, je vais continuer. Donc, il y a ces credos-là. Il y a aussi les credos de la défense des pauvres. Bon, par qui? C'est qui défend les pauvres? Ben, vous voyez bien, par la classe dominante qui se présente à toutes les élections et qui tient tous les pouvoirs. C'est eux qui présentent les pauvres. Alors que franchement, bon, si on réfléchit un tout petit peu, si demain il n'y avait plus de pauvres, eux, cette classe dominante, n'existerait plus. Tout simplement parce qu'il n'y aurait plus personne pour la servir. Il leur faut des pauvres. Hein. Pour qu'ils soient riches, il faut des pauvres. Demain, si tout le monde est riche, tout le monde est pauvre. Tout le monde est moyen au final. Il y a aussi la défense de l'immigration. Le dada de la gauche. Hein, cette gauche pire que tout. Hein. Cette gauche qui a massacré cette société française. Pourquoi faire cette défense acharnée de l'immigration et des immigrés? Parce qu'il faut... C'est à l'envers. Hein, en réalité, ils ne défendent pas les immigrés. Hein. Mais ils défendent le fait de ouvrir les vannes pour faire entrer cette immigration. Et s'il n'y en a pas assez, bon bah, on va faire des guerres pour les forcer à venir. Et on pille leur pays, justement, pour qu'ils n'aient pas d'autre alternative que de venir en France. Nous éclairons tous avec de l'uranium malien, nous mettons tous, et toute l'économie française tourne avec du pétrole qui n'est pas payé au prix du marché, qu'on va pomper dans les pays africains que vous connaissez. En ayant installé des dictateurs là-bas pour éviter toute révolte. Vous voyez bien comme en France, il est impossible aujourd'hui matériellement de se révolter. On est fliqué de partout, on est surveillé de partout. Il n'est pas impossible que moi, dans les jours à venir, pour des raisons futiles bien entendu, je sois pour la première fois inquiété par la justice. Alors, pourquoi la défense de l'immigration? Parce que il faut toujours du sang neuf pour les tâches les plus ingrates en France, qui flirtent franchement avec l'esclavagisme, pour lesquels aucun Français qui normalement constitué, qui n'est plus
à la sortie de l'adolescence, dans ses rêves, présentés par les séries et les téléfilms, plus aucun Français n'accepte de faire ces tâches-là. Un Français qui connaît ses droits. Pourquoi? Parce que il se mettrait immédiatement à protester et à réclamer ses droits dès qu'il les verrait pas respectés. La moindre des choses, c'est que lorsqu'il est malade, il va s'arrêter, parce qu'il connaît ses droits, il va s'arrêter en arrêt maladie. Alors qu'un immigré, bon, il découvre les arrêts maladie et tout le droit français, le droit social français, vraiment, il faut beaucoup d'années avant qu'il découvre ça. Et même quand il le découvre, il ne tombe jamais malade. Ce qu'ils savent, maladie égale licenciement. Lorsque souvent les contrats de travail sont bancaux, voire inexistants. Alors continuons. Bien entendu, cet esclavagisme des immigrés, sur les Français aussi, hein. Attention, hein, j'ai pas dit que moi Français ou vous Français, nous menons une vie acceptable, confortable et digne. On en est très loin, hein. Mais eux c'est pire, eux c'est pire, eux c'est pire parce que déjà pour s'en sortir, vous voyez bien, les carcans de l'administration, de la justice, la recherche de travail, défendre ses droits. Alors imaginez eux, c'est pas leur pays d'origine, c'est pas leur langue d'origine, c'est pas leur fonctionnement, ils n'ont pas ici de réseau de soutien locaux, familiaux. Alors imaginez pour eux, imaginez un seul instant pour eux ce qui les attend. Oui, c'est un esclavagisme admis, voulu, supplié même par ces gens, par nous aussi, parce que si vous en voulez pas de ce travail, allez mourir dans votre coin ici ou rentrez mourir dans votre pays, hein. Le message, l'alternative, elle est simple. Ou alors, bon, on connaît les autres alternatives, hein, basculer dans la délinquance pour vous en sortir. Et là, voilà, ça y est, on y arrive. On enferme donc, en fait, une certaine population dans un cercle d'échecs perpétuel. Vous savez, je vous apprends rien. Si vous battez le chien le plus gentil qui existe dans un coin, un jour arrivera où il mordra. C'est mathématique. C'est comme ça qu'on fabrique des chiens dangereux. Et alors si on revient au monde des humains, il y a cette main invisible des services de l'État français et d'autres entités extérieures parfois, qui encouragent ces chiens battus à aller dans un certain sens. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des scénarios qui tombent toujours à pic pour passer telle ou telle loi, faire telle ou telle guerre, tuer telle ou telle révolte, décrédibiliser telle ou telle noble cause, ou alors telle ou telle manifestation. Alors je vais vous dire pour qui je vais voter demain. Pour ceux qui ne m'ont jamais lu, je vais arrêter le suspense et je vais vous dire. Je vais voter FN. Je vais voter Front National. Il s'agit de stratégie, de tactique. Je n'ai jamais pensé que le FN pourrait régler les problèmes fondamentaux du pays. Mais n'abandonnons pas, faute de candidats sérieux,
Ok, il n'y en a pas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de candidat sérieux, c'est tous les mêmes, nous sommes d'accord. Mais je ne suis pas de ceux qui cèdent à la fatalité. Je veux toujours une solution, je cherche toujours une solution. Aujourd'hui, la seule solution, c'est de voter, de mettre un bulletin Front National demain. Vous pouvez, lorsque je serai réactivé un jour par Facebook, regarder mon historique Facebook et vous y verrez toutes mes bastons passés presque quotidiennes contre l'extrême droite et les camps de fake qui venaient s'en prendre à moi. Puis je suis sorti de cette hypnose médiatique nationale sous laquelle vous êtes certainement encore contrôlé depuis à peu près 2 ans. Ces camps-là ont changé et aujourd'hui j'ai affaire plutôt à des camps de fake de gamines féministes et de vrais comptes de femmes ou d'hommes qui se cachent derrière des femmes qui se cachent derrière des profils d'hommes ou des hommes qui se cachent derrière des profils de femmes, à qui tous ces comptes-là pourris, ils sont acquis à cette idéologie néfaste. Ils sont beaucoup plus agressifs que l'extrême droite de jadis, moi je vous promets. Ils ont pris place dans cet harcèlement et baston virtuel. Je me suis progressivement éveillé et j'ai compris que les autres qui nous tiennent depuis toutes ces décennies, droite, centre et particulièrement la gauche c'est vraiment la pire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avancent masqués. La gauche a toujours, depuis sa naissance, depuis le début, c'est ses ramifications, elle avance masquée. Comment ils avancent masqués? Ils se cachent derrière les visages angéliques, maquillés en diversité, les visages des minorités, les visages des opprimés, les visages des femmes. Vous le voyez, les visages des homosexuels. Bon, c'est bon, vous voyez de quoi je parle. Les visages des étrangers. Pareil, idéologie gauchiste. Les visages des ouvriers. Bon, fonds de commerce de la gauche. Les visages des victimes de violences. Les visages des musulmans modérés stigmatisés. Les visages des juifs modérés persécutés. Les visages de catholiques modérés attaqués. Avec une brochette de pseudo-écrivains et experts dans tout domaine, ils parlent de valeurs, alors que ce sont des contre-valeurs en réalité qu'ils mettent en place. Ils aiment faire la morale, alors qu'ils n'ont aucun scrupule, ni le moindre sens du bien et de l'humanisme. Croyez-moi vraiment. Croyez-moi, ce sont eux nos vrais bourreaux. Ce sont eux qu'on réélit à chaque fois vigoureusement. Commencez à réfléchir. Stratégie. Vouloir briser cette oligarchie. Il nous faut utiliser tous les moyens légaux, j'ai dit bien légaux, à notre disposition dans ce pays, à la veille de ce premier tour. C'est quoi nos moyens légaux? C'est notre vote. Aujourd'hui, ce message, je le fais par rapport à ce moyen légal. Alors, utilisons-le. Utilisons-le. Utilisons-le demain. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. L'EFN peut être élu si nous nous mobilisons tous pour arriver à notre finalité. Bon, là, vous allez me dire, quelle est cette finalité, Mehdi? À la fin, quelle est ta stratégie? Ça tient en quoi ta stratégie? De quelle tactique tu parles? C'est simple. Tout confronter, les confronter entre eux, à peu près ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, entre les Trump et les gauchistes. Les confronter entre eux, détruire la vieille politique et construire une meilleure, en plus juste, et en 2022. Pour 2022, la préparer dès aujourd'hui et y arriver en 2022 avec beaucoup plus juste que ça. C'est binaire, vous savez. Le féminisme est avant tout un vote majoritaire, partant de la simple idée que chaque femme est par définition féministe et donc concernée par les candidats qui parlent d'elle. Les autres genres LGBT s'allient bien entendu à cette idéologie. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme progressiste. Et c'est à tort, hein, c'est vraiment à tort. Et pour finir, il y a toutes les voix masculines hétéros, très très nombreuses. Pourquoi?
qui se rajoutent, hein, qui se greffent à ce vote féministe. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes tous la résultante de cette aliénation totale des cerveaux depuis la maternelle, dans le système éducatif pourri français, qui prend uniquement cette orientation folle de la défense aveugle de femmes contre des monstres complètement affamés, le tout enrobé de trucages, d'effets spéciaux bien sûr, de Photoshop, d'inventions, de mythes. On nous crée des icônes, qu'on nous repasse en boucle des discours anciens dans des parlements pour des avancées et des conquêtes présumées par le féminisme. C'est totalement exagéré, hein. Ma décision est donc très mûrement réfléchie et au bout d'un lent processus d'éveil. Depuis longtemps, déjà je menais un combat acharné aux extrémismes et aux discriminations, sauf que là, les dégâts sur le pays France deviennent énormes. Ainsi que, bien entendu, ma situation personnelle, et je suis certain que de l'autre côté, ça vous fait réfléchir à votre propre situation personnelle. Donc nous resterons et nous continuerons éternellement à être niés. Et les problèmes auxquels nous faisons face, le diagnostic que nous posons tous, que nous constatons, continueront à s'aggraver. Si on ne remet pas tout de suite en cause toutes ces religions masquées, comme le féminisme, l'athéisme, la franc-maçonnerie et d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, réfléchissez-y, ils cannibalisent impunément les anciennes religions, étant donné qu'ils n'obéissent pas, eux, à la laïcité qui sépare l'État et les églises. L'hémicycle et toutes les institutions sont sous le joug de lobbies de pensée qui s'apparentent ni plus ni moins à des croyances religieuses. C'est quoi en fait une religion, hein? N'est-ce pas un ensemble, un groupe d'individus, une communauté de personnes qui pensent et défendent mordicus la même idée et les mêmes dogmes, même lorsque c'est truqué, même lorsqu'ils sont obligés d'en rajouter et de mentir? Je vous laisse pour que vous voyez le jeu des merdias et la manipulation. Je vais vous laisser un bout d'une vidéo qui va vous donner une révélation sur Monsieur Mélenchon, que les merdias, bien entendu, omettent incestueusement d'y faire référence et de sortir cette information. Vous savez, les hommes politiques, aujourd'hui, dans l'état actuel du système français, pourris, sont tous pourris. Hein, je vous fais pas de révélation. Et on peut on peut considérer que les Le Pen et Fillon, par rapport aux autres, sont beaucoup plus honnêtes. Hein, si on prend les autres comme repère, on trouve immédiatement que Fillon est honnête et Le Pen est très honnête. Pourquoi? En comparaison. Pourquoi? Parce qu'au moins eux, ils cherchent pas à faire la morale aux autres. Ils savent que tout le monde mange. Bon, ils sortent pas les dossiers des autres. Ce qui pourrait, hein, c'est trop facile. Tout le monde, ce que là, je vous dis, vous trouvez partout, tout le monde le sait. Et Fillon n'est pas en train de rêver lorsqu'il a parlé de cabinet noir de notre cher président. Il n'est pas du tout en train de rêver. C'est le b.a.-ba. Certainement que lui-même avait son propre cabinet noir à l'époque. C'est vraiment à quoi ça sert sinon d'avoir le pouvoir, d'être à l'Élysée, à Matignon, à quoi ça sert au final, hein? Je vous laisse avec la vidéo. D'élus qui font embaucher dans des collectivités leurs femmes, leurs cousines, leurs filles, c'est énorme. Quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Mais moi je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. La nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions
elle est généralisée. Moi, et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du Conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du Conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, il va quand même pas payer un chauffeur, c'est le Conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du Conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du Conseil général et membre de la commission permanente, mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça, mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ces indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais, ça la fout mal quand même. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il était secrétaire d'État, et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif, parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le soleil à la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public et sur M. Fillon. Et alors pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je ne sais pas, ne s'en est pas fait écho pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault, qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local qui s'appelait Républicain, et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public, la presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge pour lui dire, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans ce département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges. D'accord. Il y avait une amitié alors entre eux? Mais il y a une fascination évidente. Et si vous regardez les photos où ils se regardent, entre Mélenchon et Dassault, c'est très très étrange. Il y a une fascination entre le marchand d'armes et Octobre Rouge. L'éducation nationale nous hisse en dernier, dans les derniers, dans tous les classements mondiaux, et avec à chaque fois, à chaque élection, le même baratin, des embauches de profs, de personnel dans l'éducation nationale, ou alors les classes qu'il faut mettre à 25, à 20 élèves. Bon, on va faire des classes de 5 élèves s'il le faut. Hein. Ce n'est pas cela le problème. Ce n'est pas ça. Le problème, vous prenez n'importe quel étranger qui va venir du tiers-monde, il a été à 45 dans sa classe, à 35, à 40. Il n'a pas eu toutes les méthodologies scientifiques françaises. Et bien, croyez-moi, il va mieux écrire le français qu'un français. Il va être au minimum trilingue, voire quadrilingue et plus. Il va avoir un niveau de maths bien supérieur à un français. Quelle est l'explication d'après vous? C'est que
l'éducation nationale est pourrie. Elle n'est pas faite pour transmettre le savoir. Elle est uniquement à destination de formater les cerveaux et de soumettre les esprits pour les futurs adultes qui seront contents d'avoir leur boulot de merde et qui n'auront pas le temps de réfléchir. Parce que l'éducation nationale apprend tout sauf le sens de la critique, le sens de la réflexion. On vous formate pour gober la pensée unique. C'est ainsi. On ne veut pas que vous soyez demain tous des cadres, vous sortiez tous des grandes écoles, que vous soyez tous bac plus 5 et plus. Ce n'est pas le but. Mes amis, il nous faut donc briser leur logiciel. On va changer d'écran. Il nous faut donc briser leur logiciel. Il faut que ce manège, qui dure depuis la naissance de la République, s'arrête. C'est une caste qui tient tous les pouvoirs et qui se protégera par tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'il en va de la destinée de familles entières, qui se succèdent, qui se partagent les meilleurs emplois, qui se partagent le pouvoir. Alors stratégique, tactique, par élimination aussi, votons Marine Le Pen. J'appelle ceux qui se reconnaissent dans mon état des lieux. Femmes, hommes, frères et sœurs catholiques, musulmans, انتم العرب انت العربي, frères et sœurs juifs, frères et sœurs athées, à mettre demain le bon bulletin Front National dans l'urne. Pourquoi attendre le deuxième tour? Nous pouvons dépasser 50% ce dimanche, ce qui nous évitera d'aller au deuxième tour et de perdre encore pas mal de temps. Ne croyez pas ces menteurs. Mettez le bon bulletin et arrêtons l'élection dès ce dimanche. Élisons notre Trump, élisons notre Poutine, élisons Marine. Bottons le cul de cette oligarchie pour préparer le terrain de 2022, mes chers amis. Soyez courageux, soyez vaillants, comme l'ont été les Américains. Ils ont vraiment grandi à mes yeux, les Américains. Contre toute attente, contre toute manipulation, contre toutes ces stars du showbiz qu'on sait très bien fabriquées et acquis au gauchisme. En France, c'est pareil, hein, la culture française, bon, vous payez des fortunes au même monde de la culture et du spectacle qui pond vraiment des... Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, des merdes dans le cinéma français, partout ailleurs, vraiment des merdes financées par nous. Ça, c'est pas normal, hein, qu'on finance la culture, elle s'autofinance. Hein, on n'a pas payé des rentes comme ça pour en plus des gens qui après, lorsqu'on a besoin d'eux, bon, on les sort et puis ils appellent à voter pour qui? Pour leur employeur. Bottons-leur le cul. Surtout pas de gauche, tout sauf la gauche. Marine Le Pen, dès le premier tour. Bon vote à tous.